La radio, j'en atteignais les limites. Je voyais bien que je rêvais de plus grand. Et j'aurais aimé pouvoir rejoindre une station nationale, quelque chose comme ça. Ça ne s'est pas fait. J'ai fait plusieurs tentatives. Le milieu de la radio changeait beaucoup. Et on allait vers une starisation. Voilà. Mais j'étais avec des camarades de jeu, si je puis dire, avec qui je faisais des choses de temps en temps, comme Christian Morin, par exemple, qui est maintenant la star de radio classique, encore à son âge, et d'autres. Et c'était très, très agréable d'avoir des récréations comme ça. Et donc j'ai commencé par les presses de la Cité. Après, il m'a appelé pour me dire j'ai racheté Belfond, 1 euro, enfin 1 franc à l'époque. D'ailleurs, je dis euros, c'était des francs à l'époque. Et il me dit je crois que j'ai fait une boulette quand même parce que les salariés ne sont pas contents. Ils estiment qu'ils valent plus cher qu'un franc. Donc vous allez me calmer tout ça et me faire. Et j'ai pris la direction de Belfond, qui a été une expérience absolument magnifique, avec des gens qui étaient formidables, très professionnels, et des auteurs que j'ai contribué à faire découvrir en France, avec Françoise Bourdin, par exemple, qui est devenu un des 10 plus gros vendeurs de livres en France, mais Harlan Coben, Frank McCourt à l'étranger, Douglas Kennedy, qui est encore. Et Douglas on continue à s'envoyer des messages tant d'années après, mais il était jeune auteur et il est aujourd'hui auteur consacré. Et il vit une partie de l'année d'ailleurs à Paris. Et donc je me suis occupé, c'était mon bébé, et j'ai voulu recruter effectivement un éditeur parce que moi on me donnait de plus en plus de responsabilités. Je ne pouvais plus être au quotidien là, et j'ai recruté un grand éditeur qui s'appelle Alain Noël. En fait, il est arrivé dans mon bureau, il portait un costume 3 pièces l'an 20, avec des Ray-Ban qui sortaient ici, avec un cigare à côté, et puis un grand chapelet, ici, autour de la taille. Très intrigué, il me dit, je suis chanteur de rock chrétien, je suis l'homme qu'il vous faut pour diriger cette maison. Oui, et je lui dis, moi je suis danseuse intermittente au Moulin Rouge et je ne suis pas certain que l'on se trouve sur cette opportunité que j'ai de créer ce poste. Et il me dit, mais si, et je vais vous expliquer pourquoi. Et il m'explique pourquoi. Et il me dit, voilà, j'ai tous ces auteurs-là avec lesquels je suis en contact plus qu'étroit et qui vont faire le fond de notre catalogue. Alors, très bien, il avait rendez-vous après avec le DRH, et puis est venu le temps de la décision, et le DRH me dit, hors de question qu'on ait un pingouin pareil dans notre maison, et je lui dis, si, c'est celui-là qu'il me faut. Et j'ai insisté, et je l'ai embauché, et ça a été le succès pour les presses de la Renaissance. On est devenus un duo inséparable, et on était comme 2 frères à mener cette aventure avec les plus grands auteurs qui sont venus pour un livre dans notre maison d'édition. Bien, je suis allé après vers d'autres maisons que j'ai dirigées. Alors, j'arrivais directement, j'étais le patron. Bon, c'est pas forcément ce que j'aurais voulu faire, mais enfin bon. Et je me suis occupé d'éditions scolaires, avec Nathan, avec Bordas, avec Retz. Je me suis occupé d'éditions médicales, avec les éditions Masson, avec le Vidal, le dictionnaire de médicaments, c'était très différent, et le quotidien du médecin, donc c'était un autre métier, avec la publicité, la proximité avec les laboratoires pharmaceutiques, etc. C'était un autre métier. Je n'étais pas fait pour celui-là. J'ai vite abandonné pour venir m'occuper de maisons très belles, avec, pareil là encore, un hasard, un coup de téléphone. Au téléphone, le PDG du groupe Vivendi, qui me dit il faut que tu me rachètes, je ne le connaissais pas, il me tutoie, il faut que tu me rachètes, c'était Jean-Marie Messier, donc Jean-Marie Messier, maître du monde, qui m'appelait, il faut que tu me rachètes les éditions de la Découverte. Mais pourquoi Il me dit, elles sont en faillite,
c'est une propriété du syndicat, la CFDT. Et donc, je voudrais pouvoir signer avec la CFDT le premier accord sur les 35 heures du CAC 40. Donc, tu me rachètes ça, ton prix est le mien, je signerai ce que tu me demandes de signer. Bon, ce qui fut dit fut fait. Et je suis devenu président de la découverte pendant 3 ans et demi, une aventure formidable dans les sciences humaines. J'ai beaucoup aimé ce passage dans les sciences humaines, et notamment, parfois on a de la chance dans son métier, et il y avait un livre qui devait sortir, tirage, 1470 exemplaires, je m'en souviens encore aujourd'hui. Ça s'appelait « La violence au quotidien » et c'était signé Marie-France Irigoyen, une psychiatre. Donc on était en réunion avec les collaborateurs. Moi j'étais là depuis 4 jours, quelque chose comme ça. Et on me dit, bon celui-là, 1470, elle nous fera des conférences, etc. Mais je dis, la violence au quotidien, c'est quoi? Où? Comment? Etc. Mais c'est partout, dans l'entreprise, dans la vie, etc. Alors je prends le bouquin, je feuillette, etc. Puis je tombe sur un chapitre qui s'appelle « Harcèlement moral ». Ah mais je dis, mais harcèlement moral, c'est super, ça. C'est ça qu'il faut mettre comme titre. Ah non, non, c'est la violence au quotidien. Ah non, non, non. Je dis, là, je vais faire œuvre d'autorité. Harcèlement moral, sous-titre, la violence au quotidien. Plus de 500 000 exemplaires. Et les mots sont restés dans le vocabulaire courant. On ne parle plus que de ça, et bien trop aujourd'hui. Et donc j'ai eu de la chance, là encore, parce que j'ai redressé les comptes de la découverte en 1 année ou 2. Oui, peut-être ça a débordé sur la 2e année. Je suis resté près de 3 ans et demi à cette direction absolument passionnante, avec un éditeur hors du commun, François Gèze, que malheureusement est décédé l'été dernier, mais qui était un homme d'édition absolument fabuleux et avec qui j'ai eu plaisir et bonheur à travailler. Quand vous êtes dans un groupe, vous êtes une maison d'édition ou plusieurs par rapport à un total, et donc il y en avait une 50aine. Et là encore, on a eu une idée avec deux autres éditeurs de créer une maison d'édition d'un genre nouveau, dans le domaine scolaire. Et donc on s'était dit, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas un manuel scolaire qui irait de la 6e à la 3e et de la seconde à la terminale. Donc 2 livres, par exemple 2 livres de français, 2 livres de maths, 2 livres d'anglais, etc. Et on a monté cette collection qui s'appelait Manuel Plus, ce qui m'a valu un procès avec Canal Plus, parce qu'ils avaient réservé au niveau mondial tous les mots qui se terminaient par plus. Donc, on n'avait pas anticipé ça, enfin bref, ça s'est arrangé. Et on a sorti cette collection, qui est une très belle collection avec des auteurs de grand renom, mais qui a fait un bide. Qui a fait un bide parce que les éditeurs scolaires en place, y compris ceux de mon propre groupe, se sont mis en guerre contre nous et ont réussi finalement à avoir notre peau. Donc, mais je les ai gardés, j'ai tous les manuels là-haut, et je les trouve bien. J'ai beaucoup aimé les faire, je trouve qu'ils sont très riches et ils ont des auteurs magnifiques. Voilà, des gens comme Claude Allègre notamment, vous voyez, des gens de top niveau. Et c'était, mais là encore, échec. Donc là, quand on est au fond de la piscine, on donne un petit coup d'appel et paf, on repart. Et donc, je me suis dit qu'il fallait continuer. Et finalement, je déjeune avec un auteur d'arithmétique, et qui était l'auteur d'arithmétique à succès en France, qui vendait, je ne sais pas, 800 000 exemplaires par an, donc qui avait fait une fortune considérable. Et quand mon téléphone sonne, et c'était le PDG du groupe qui me dit « Pierre, il y a 400 personnes sur les Champs-Élysées avec des pancartes, il faut que tu viennes me... » Ben, je lui dis, je suis avec un auteur, là je termine avec lui, Mériot il s'appelait, je termine avec lui. Non, il me dit, tu plies ta serviette et tu viens, c'est urgent. Bon, et je me suis pointé sur les Champs-Élysées, il y avait effectivement 400 personnes sur les Champs-Élysées, ça correspondait en fait
à la vente. Le groupe était vendu à des Espagnols, un groupe qui s'appelle Planeta, et que je vais découvrir après. Et il y avait eu des primes versées aux dirigeants du groupe qui avaient fuité dans la presse et qui avaient scandalisé les salariés. Et donc il y avait cette manifestation sur les Champs-Élysées. Et je suis arrivé, je dis écoutez, moi, vous quittez les Champs-Élysées, je ne viens pas discuter sous la pression. C'est-à-dire si vous êtes là sur les Champs-Élysées, je ne parle pas. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Tous les livres que vous avez là répartis n'importe comment, vous les mettez dans le hall d'entrée. Vous allez dans le hall d'entrée, ça vous avez le droit, et vous me laissez rencontrer les syndicats qui sont là-haut. Je monte, le PDG m'attendait, le PDG du groupe, et il me dit, il faut aller les affronter, il faut aller discuter, écouter, etc. Il n'y a que toi qui peux faire ça. Bon, il y a que moi, il y avait un DRH quand même. Ben non, c'était moi. Et il ouvre la porte de la salle de réunion, me pousse à l'intérieur et referme. Il reste, lui, à l'extérieur. Et je me suis retrouvé avec les syndicats en face de moi, 15 personnes, qui me disent « Ah, c'est vous alors qui venez discuter de ces problèmes avec nous ». Ils avaient tous le journal Le Monde, avec l'article qui était là. Moi, je n'avais pas lu. Donc, et je lui ai dit, écoutez, dites-moi, parlez-moi, expliquez-moi, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que vous voulez que l'on fasse, etc. Et donc, j'ai beaucoup écouté, j'ai fait un rapport sur ce qu'il me semblait bon de faire, et que l'on verse une prime à l'ensemble des salariés, ça me paraissait juste, et que ce soit le nouvel actionnaire qui la paye. Voilà. Et 3 semaines ont été nécessaires pour convaincre. Ça a été plus difficile de convaincre finalement l'actionnaire que de convaincre les salariés, mais j'ai réussi et cette prime a été versée à 100% des salariés, qui étaient quand même 3000, plus de 3000 à l'époque. Et du coup, le PDG et l'actionnaire espagnol m'ont dit écoute, tu vas devenir DRH du groupe. Mais je dis mais je ne sais pas faire ça, je n'ai pas appris le droit social, les choses. Tu fais la même chose que ça à chaque fois et tout ira bien. Et donc je suis devenu, pendant 7 ans, DRH du groupe Editis, 3500 salariés. Il n'y a pas eu une grève, ça s'est très bien passé. Quand il y a eu des tentatives de grève, j'ai déboulé sur les sites où ça se passait et on trouvait un accord en 10 minutes et puis on restait un peu plus longtemps pour que ça ait l'air solide, mais voilà. Et la réalité sociale m'est apparue vraiment de ce groupe. Ce n'était pas quelque chose que je vivais au quotidien, mais j'ai beaucoup aimé ce poste parce qu'en fait, j'ai rencontré tous les Français. J'ai eu la chance de diriger Plomb, quand même, la maison du général de Gaulle, de Claude Lévi-Strauss, etc., avec des gens absolument passionnants. Une relève à assurer. Il y avait une collection mythique qui s'appelle Terre humaine, qui était la collection dans laquelle Claude Lévi-Strauss avait publié Triste Tropique, et qui était dirigée par le grand explorateur Jean Mallory, qui nous a quittés il y a peu de temps l'année dernière. Et je me suis occupé de Plomb pendant un bon moment, et j'ai dû trouver un successeur à Jean Mallory, parce que Jean Mallory à l'époque avait 92 ou 93 ans, donc ça conserve l'édition, mais quand même. Et j'ai recruté pour cela Jean-Christophe Ruffin, qui est devenu le directeur de la collection Terre humaine, et avec qui la passion pour la montagne, notamment, était un point commun très fort que l'on avait entre nous. Le président du syndicat national de l'édition m'a dit non, je cherche le directeur général du syndicat, était la personne qu'il nous faut pour ça. Et du coup, j'ai demandé 3 semaines pour réfléchir, mais en fait, au fond de moi, je savais que j'allais dire oui. Et ça a été une expérience extrêmement riche qui a duré 7 ans et demi, jusqu'à 2023.
Donc c'est assez récent. Je suis devenu président des éditeurs, de la Fédération des éditeurs européens, donc de l'ensemble des 27 pays, et vice-président pour les 5 continents. Donc j'étais vraiment dans un autre métier que celui de publicateur, de celui d'éditeur, et j'étais vraiment à défendre les intérêts de la profession au niveau français, au niveau européen et au niveau mondial. Et ça a été une expérience absolument fabuleuse, et notamment parce qu'on a pu faire voter une directive sur le droit d'auteur qui était en chantier depuis 7 ou 8 ans. Elle est passée de 5 voix, c'est pas beaucoup, et celui avec lequel j'ai développé ça est dans l'actualité aujourd'hui. Il s'appelle Michel Barnier. Il était commissaire européen au marché intérieur et on a écrit ensemble le livre blanc du droit d'auteur sur la partie éditeur. Donc c'était un autre métier, c'était autre chose, mais c'était le livre et c'était fabuleux. Et si je devais dire ce qui m'a le plus apporté, ce qui m'a le plus passionné, c'est ça, c'est ce voyage intérieur à travers les livres. Vous savez, il y a une étude qui est sortie aux États-Unis, dans l'université de Harvard, et dont le résultat dit que 30%, les 30% plus citoyens des États-Unis, ceux qui votent le plus, qui vont régulièrement, et on sait que c'est un sujet, le vote aux États-Unis, eh bien, sont des grands lecteurs. Lorsque j'ai quitté le syndicat national de l'édition, le président d'une association que je connaissais bien, qui est le patron des éditions Calman Levy, il m'a proposé d'abord un contrat de directeur de collection pour lui apporter quand même des livres. Il me dit, écoute, j'ai créé une association qui s'appelle le Labo des Histoires et qui organise des ateliers d'écriture créative pour des enfants dans des quartiers difficiles. T'es fait pour ça? Oh, je suis pour ça. Et donc j'ai été voir, j'ai regardé, etc. Et je suis rentré dans cette association. Donc je suis le trésorier aujourd'hui, donc on revient à des points de départ. Donc je m'occupe des finances, un peu des ressources humaines, mais surtout du contenu, et je participe et anime des ateliers d'écriture, parce que c'est ce qu'il me semble... J'ai envie de transmettre cette matière. Comment est-ce qu'on réfléchit? Comment est-ce que l'on fait travailler son imaginaire? Si l'on n'a pas, je vois bien dans tous mes petits-enfants, j'en ai 14, ceux qui ont un imaginaire ouvert et ceux qui sont comme des scientifiques qui sont 100% dans la raison. Et c'est très intéressant de voir la différence entre les uns et les autres. Et je crois qu'il faut plus que jamais développer son imaginaire, parce que c'est là que la vraie vie, elle est. Tout ce que l'on va faire de grand et de bien, on l'aura rêvé. Et donc les livres sont un outil merveilleux pour pouvoir le faire. Et ces enfants, quand je les vois relire après devant tout le monde ce qu'ils ont écrit, il y a des choses nulles, bien sûr, mais il y a des pépites extraordinaires. Et je me dis que dans un livre que l'on vient de faire, qui est un dialogue entre ces enfants et des adultes auteurs comme Dany Laferrière, par exemple, de l'Académie française, qui participe au jeu, ou d'autres, je pourrais en citer pas mal, ils se répondent. Et l'enfant écrit à l'adulte qu'il aimerait être, et l'adulte répond à l'enfant qu'il aurait aimé être. Et il en ressort sur notre société d'aujourd'hui, la façon de vivre, etc., des choses absolument extraordinaires, des pépites merveilleuses que l'on essaye d'exploiter, avec les services sociaux, avec les médiathèques, avec les mairies, etc. Et donc on est maintenant, le Labo des Histoires, sur tout le territoire français et les départements et territoires d'outre-mer. On fait plus de 3000 ateliers par an, et on touche plus de 40 000 enfants chaque année. Donc pour moi ça c'est merveilleux, parce que mon objectif à la retraite était de transmettre. Et là je transmets directement du producteur au consommateur, et c'est une merveille de voir ces jeunes qui sont de plus en plus nombreux à s'inscrire dans ces ateliers. Alors
toute ma vie, finalement, j'ai raconté des histoires, en fait. D'abord à mes enfants, mes neveux et nièces, et puis mes petits-enfants. Aujourd'hui, il y a des traditions dans la famille, à Noël et à d'autres moments, et notamment pendant le confinement, où là, tous les jours, je devais avoir inventé une nouvelle histoire. Mais ces histoires, finalement, mes enfants et mes petits-enfants me disent, mais on va les oublier une fois qu'il faudrait pouvoir les écrire. Et écrire l'histoire, c'est autre chose que de la dire, parce que quand on la dit, elle s'invente au fur et à mesure, et donc c'est assez particulier comme exercice. Et j'ai du coup décidé de les écrire. Donc j'ai un premier texte qui est écrit, qui était la première histoire que je leur avais racontée, et qui est l'histoire de Rosalie et de Basile. Rosalie est une petite fille, Basile est un écureuil. Et c'est un petit livre sur l'obéissance et la désobéissance, en fait, parce que j'aime bien qu'il y ait toujours, dans les histoires que je raconte, une morale, pour que les enfants puissent repartir avec et progressent. Et là, Rosalie rentre de l'école à 16h30 et ses parents lui disent « Tu prends ton goûter, tu fais tes devoirs, nous on rentrera qu'à 18h30, tu n'ouvres à personne, etc. » Puis un jour, quand même piquée de curiosité, Rosalie va à 4h30 ouvrir la porte, mettre la clé dans son pantalon et aller au parc de Sceaux. Et là, elle va trouver merveilleux ce monde qu'elle ne voit que le dimanche. Et là, c'est un mardi de presque l'hiver. La nuit tombe doucement, il n'y a plus beaucoup de lumière. Et elle va tellement être curieuse et regarder autour d'elle qu'elle va laisser passer le temps, que le gardien va fermer les portes et qu'elle va rester enfermée à l'intérieur du parc. Elle se met à pleurer jusqu'au moment où elle voit dans le lointain, pas si lointain, 2 petits points lumineux. Et une voix petite qui dit « Que t'arrive-t-il » Et je me présente, Basile, je suis un écureuil. Viens, je vais te donner quelques noisettes et un peu d'eau qu'il y a sur une feuille. Et il discute, elle lui raconte sa mésaventure. Elle dit « Mes parents vont appeler la police, ça va être horrible, etc. » Il dit « Mais il y a sur cette grille un barreau qui est scié. On peut l'enlever, on va passer par là et je vais te raccompagner jusque chez toi. » Ce qui fut dit fut fait, et quand elle arrive à la maison est dans le noir, ses parents ne sont pas encore rentrés. Donc il n'y a pas eu d'inquiétude majeure. Et puis à ce moment-là, la maman de Rosalie rentre dans la chambre, il est 7h30, il faut se lever, c'est l'heure d'aller à l'école. Et Rosalie réalise qu'elle a fait un rêve cauchemar, mais que jamais de sa vie, elle ne recommencera à désobéir. Donc voilà, c'est une petite histoire entre un écureuil très malin et une petite fille beaucoup plus maligne aussi, qu'elle ne nous laisse parfois paraître.